Le 26 janvier 2020, il y a maintenant 4 ans, le monde entier apprenait la terrible nouvelle. Breaking news on this Sunday afternoon. Kobe Bryant est donc mort ce dimanche. Kobe Bryant died in Los Angeles in a helicopter crash. You can see the picture there. It burst into flames. L'ancien basketteur de 41 ans mondialement connu a succombé dans un terrible accident d'hélicoptère près de la ville de Calabasas à Los Angeles. Ce crash a emporté la vie de Kobe et des 8 autres passagers et membres d'équipage présents à bord, sa fille Gianna, 13 ans seulement, l'américain Jonathan Tobelli, accompagné de sa femme et de sa fille Alyssa, 14 ans, mais aussi Peyton Chester, joueuse de basket de 13 ans, et sa mère Sarah, la coach Christina Mauser et le pilote Ara Zobayan. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Problème technique? Problème météorologique? Dans cette vidéo, nous allons découvrir heure par heure le déroulé de la journée tragique du 26 janvier 2020. Les problèmes rencontrés, les erreurs, l'accident et ses causes. J'en profiterai aussi pour vous parler un peu plus des autres victimes. Mais avant tout ça, nous allons revenir sur la carrière ainsi que les meilleurs moments de la vie de Kobe Bryant. Ce basketteur, c'est une vraie légende et c'est pas pour rien. Sur cette chaîne, on parle de sport, alors ne perdons pas plus de temps. Commençons donc par un petit résumé de la vie malheureusement courte mais bien chargée de Kobe Bryant. Ok, petit disclaimer avant de commencer. Je vais parler ici de son histoire et des temps forts et compliqués de sa carrière, mais je vais pas pouvoir m'attarder sur la globalité de sa carrière non plus. Donc si pendant cette partie vous pensez à un moment marquant de la vie de Kobe que j'aurais peut-être pas cité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Perso, j'aime vraiment lire vos propres recherches, donc si vous avez, pensez-y. Kobe Bryant est né le 23 août 1978 à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans une famille déjà liée par le basket. Son père, c'est pas n'importe qui, c'était un joueur professionnel en NBA, un certain Joe Bryant aka Jelly Bean, et il était également le neveu du joueur de NBA John Cox. C'est donc dans une famille passionnée par le basket que Kobe va grandir et vous vous en doutez, grâce à ses influences, il va commencer très tôt à pratiquer lui aussi, à seulement 3 ans. Lorsqu'il avait 16 ans, son père quitte la NBA et ils s'installent tous à Rieti, en Italie. Il va voir son père participer au championnat de basket italien et tout ça, ça va beaucoup le motiver. Il veut vraiment atteindre le même niveau que lui. En 1992, à 14 ans, il va revenir en Pennsylvanie pour rentrer au lycée Lower Merion. Il va par la même occasion rentrer dans l'équipe de basket de l'école et il va dominer tous ses matchs en inscrivant pas moins de 2883 points à lui tout seul sous le maillot de la Lower Merion High School. Durant cette période de 4 ans, donc de 92 à 96, il va commencer à se faire une petite réputation sous le numéro 33 et après son cursus scolaire, il le sait, avec son niveau et sa persévérance, il a maintenant toutes ses chances pour rentrer en NBA et de vivre à son tour le rêve américain. Kobe Bryant a seulement 17 ans quand il se présente à la draft de 1996. La draft, c'est un événement annuel où de nouvelles recrues sont sélectionnées et transférées dans les nombreuses teams américaines qui composent la NBA. Il va être drafté 13e, un rang qui est vraiment très propre, et dans un premier temps, il va être affecté dans l'équipe des Hornets de Charlotte. Alors Kobe, il est content d'être sélectionné en NBA, mais son objectif à lui, c'était de rentrer chez les Lakers. C'est son équipe préférée depuis qu'il est tout petit, mais en NBA, tu peux pas vraiment choisir l'équipe dans laquelle tu vas concourir. Mais par chance, Kobe est suivi depuis pas mal de temps par Jerry West. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui dans le paysage du basket, c'est ni plus ni moins que le manager général des Lakers de Los Angeles. Kobe veut rentrer dans son équipe et Jerry veut Kobe, donc manque plus qu'à convaincre les Hornets de transférer Kobe aux Lakers. Finalement, ils vont réussir la négociation et Kobe va très vite être transféré chez les Lakers dès sa première saison en NBA. Il va demander à jouer sous le numéro 33, mais cette demande va lui être refusée. Alors il va opter pour le numéro 8. Pour la petite histoire, le numéro 8 fait référence au numéro 143, numéro qui lui avait été attribué lors de sa première participation au célèbre training camp ABCD d'Adidas. 1 plus 4 plus 3 égale 8. Voilà, petite anecdote bonus, ça fait plaisir. Et preuve de son amour pour les Lakers, il va y rester pour l'entièreté de sa carrière de 96 à 2016. Pendant 20 ans. D'ailleurs, pendant cette longue période, il va devenir le premier joueur de l'histoire à avoir 2 numéros au sein d'une même équipe, le 8 de 96 à 2006 et le 24 de 2006 à 2016. Kobe Bryant, c'est l'un des rares joueurs cumulant plus de 30 000 points au compteur sur l'ensemble de sa carrière. Ils sont moins d'une dizaine à avoir atteint ce palier. Il était clairement inarrêtable. Il devient au fur et à mesure des années une vraie icône de son sport à l'échelle internationale. En 2000, 2001 et 2002, il va réaliser un triplé historique baptisé le Three-Peat en gagnant 3 titres de champion consécutifs en NBA avec son équipe, grâce notamment au duo redoutable qu'il formait avec Shaquille O'Neal. C'était deux monstres qui formaient une parfaite synergie, ils dominaient clairement la NBA à cette époque-là. L'année d'après s'est par contre révélée beaucoup plus compliquée pour Kobe. Il va perdre avec son équipe en finale lors de la saison 2003-2004 face aux Pistons de Détroit. Sa relation avec Shaquille va devenir de plus en plus chaotique, son genou le fait souffrir avec des tendinites à répétition, et en plus de ça, niveau perso, c'est pire. Il va être accusé d'agression sexuelle
par une employée d'hôtel de 19 ans. L'affaire va faire la une des journaux américains et il va perdre de nombreux gros sponsors comme McDonald's à cause de cette histoire. Alors il n'y aura pas de procès et les poursuites vont être abandonnées en 2004, l'année d'après, et Kobe va s'excuser publiquement envers cette femme lors de cette même année pour cette relation qu'il voyait comme consentie. 2003 et 2004 furent donc 2 années de déclin pour sa carrière, une chute brutale après 3 ans au sommet. Il va néanmoins se relever et gagner le titre de MVP en 2008. En 2006, il va réaliser la deuxième meilleure performance de l'histoire sur un match avec 81 points marqués à lui tout seul contre les Raptors de Toronto. Et en réalité, je peux pas m'attarder sur son palmarès dans sa globalité parce que ouais, il est pas mondialement connu pour rien. Des dizaines et des dizaines de distinctions récoltées sur 20 ans, c'est juste énorme et il a un des plus beaux palmarès de la NBA. Niveau international aussi, il est présent, notamment en 2007 où il va remporter la médaille d'or au championnat des Amériques de la même année. Il va aussi être décoré de 2 médailles d'or olympiques, la première au JO de Pékin en 2008 et la deuxième au JO de Londres en 2012. Mais malheureusement, sa fin de carrière va être plus compliquée. En 2013, lors d'un match contre les Warriors de Golden Gate, il va se rompre le talon d'Achille. Sur le coup, ça va pas l'arrêter, il va malgré ça revenir sur le terrain et marquer 2 lancers francs, mais cette grosse blessure va le contraindre de stopper le basket pendant plus de 8 mois. En décembre 2013, il va faire son grand retour, mais cette fois-ci, il va se fracturer le genou gauche. Il va donc refaire une pause et faire un retour fin 2014, mais début 2015, mauvaise nouvelle encore une fois. Kobe souffre cette fois-ci d'une déchirure à l'épaule et tout cet enchaînement de blessures va accélérer son départ à la retraite. Il joue son dernier match le 13 avril 2016, toujours avec son équipe des Lakers contre les Jazz de l'Utah, score 101 à 96, dont 60 points marqués par Kobe. Sa dernière saison fut donc celle de 2015-2016, après 20 ans chez son équipe de cœur, les Lakers de Los Angeles, mais l'histoire est loin d'être finie. En 2017, il sort Dear Basketball, un court-métrage d'animation qu'il a co-réalisé avec le réalisateur Glenn Keane, un film vraiment magnifique qui va lui faire remporter l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation l'année d'après. Rien que ça. Puis après ça, il s'est fait de plus en plus discret. Durant sa retraite, il consacrait beaucoup de temps à sa famille, sa femme Vanessa Lane et ses 4 filles, Nathalie, Bianca, Capri et Gianna. Sa fille Gianna était d'ailleurs vue comme un espoir du basket féminin. Kobe était très fier de ses enfants et partageait régulièrement leurs performances sur ses réseaux. Kobe était à fond derrière elle et qui de mieux que Kobe Bryant pour te coacher, sérieusement. Vous l'aurez compris, il vit donc une retraite plutôt paisible. Il fait quelques apparitions médiatiques de temps en temps, globalement tout se passait bien, et ce, jusqu'au jour où tout va basculer. Le 26 janvier 2020, c'était un dimanche. Un jour libre donc pour Gianna Bryant, la fille de Kobe. Comme je vous le disais, à seulement 13 ans, c'était déjà une joueuse avec beaucoup de potentiel. Elle enchaînait les entraînements et voulait à son tour marquer l'histoire du basket féminin en marchant sur les traces de son père. Donc, qui dit jour de week-end, dit naturellement jour d'entraînement. Le 26 janvier 2020 se profile donc comme une journée banale pour les Bryant. Gianna, elle ne s'entraîne pas n'importe où. Elle se rend très régulièrement avec son père à la Mamba Sports Academy, un complexe créé par Kobe après son départ à la retraite. Cette académie était basée en Californie, elle visait à offrir des programmes de formation et de développement sportif de haute qualité pour les jeunes athlètes. En gros, l'objectif de cette académie, il était tout simple, former des joueurs prometteurs. Et c'est donc tout naturellement que Gianna s'y rendait régulièrement avec son père pour continuer ses entraînements. Ils ont maintenant leur programme pour la journée et voici comment ça va se dérouler. À 9h, Kobe et sa fille devront prendre l'hélicoptère pour un vol assez court de 39 km pour se rendre au complexe. Ils partiront de l'aéroport John Wayne pour rejoindre celui de Camarillo. C'est un vol de routine pour eux, ils le prennent très régulièrement. Et pour ce genre de déplacement, Kobe fait appel à la société Highland Express, un transporteur privé spécialisé dans les jets et les hélicos sur Los Angeles. Donc pour l'instant, rien d'extravagant, c'est un trajet classique qu'ils connaissent. Pour ce voyage, ils ne vont pas être seuls. Le 26 janvier à 9h, ils seront 9 à décoller. Tout d'abord, l'américain John Altobelli, sa femme Kerry et sa fille Alyssa faisaient partie des passagers. John était un entraîneur de baseball de 56 ans et sa fille Alyssa Altobelli, 14 ans, était une amie de Gianna et une joueuse très talentueuse de basket. Gianna avait l'habitude de jouer avec Alyssa, mais aussi avec une troisième fille, Peyton Chester, 13 ans, qui était présente lors de ce voyage accompagnée de sa mère, Sarah Chester. À midi ce jour-là, Peyton, Gianna et Alyssa devaient jouer un match avec les Lady Mamba, l'équipe de la Mamba Sports Academy de Kobe Bryant. Et pour coacher tout ce beau monde et préparer le match, l'entraîneuse Christina Mauser était de la partie. C'était l'assistante de l'équipe des jeunes filles. Et pour finir, le pilote présent à bord ce jour-là, c'était Ara Zobayan, 50 ans, spécialisé dans l'aviation civile. Son travail était décrit comme sérieux, irréprochable et minutieux par ses collègues. Il accumulait plus de 8500 heures de vol dans sa carrière. Kobe avait beaucoup d'attentes au sujet du pilotage et son pilote de référence c'était lui. Il lui faisait vraiment confiance et à chaque fois il voyageait avec lui. Pour l'instant, rien de fou encore une fois. Et maintenant que je vous ai posé le contexte, on va rentrer dans la partie la plus dense et la plus complexe de cette vidéo. Non pas parce que mes explications vont être compliquées à comprendre, je dis surtout ça parce qu'il y aura beaucoup d'infos à assimiler. On va y aller petit à petit, pointer tous les signes avant-coureurs et retracer fidèlement le parcours de l'appareil avant le drame. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire, alors on va pas perdre plus de temps. Tout d'abord, parlons de la société Highland Express. Comme je vous le disais, c'est une société privée de transport de luxe et première
première info importante, faut savoir que cette entreprise possède un certificat d'opération de transport de passagers en VFR. VFR en gros ça veut dire vol à vue. C'est un mode de pilotage où les pilotes doivent garder une vision directe sur le sol à travers le cockpit. Donc la contrainte avec cette façon de piloter, vous l'aurez compris, c'est la météo. S'il y a du brouillard et des nuages suffisamment opaques qui ne peuvent pas permettre une vision directe du sol depuis le cockpit, c'est simple, le voyage est annulé. Donc forcément, des annulations, il y en a souvent. En 2019, sur 650 vols prévus, 150 ont été annulés, presque un vol sur 4, c'est énorme. Le 26 janvier 2020, ils étaient déjà à 13 annulations depuis le début du mois, dont la plupart la veille, le 25 et le 24 janvier, encore une fois à cause de la météo. Donc déjà, on parle d'un transporteur qui n'assure pas les trajets en temps nuageux. C'est une info très importante à prendre en compte, mais forcément, vous vous en doutez, des fois, les prédictions peuvent se révéler mauvaises. Il peut arriver qu'en regardant le plan de vol, le pilote ne voyait aucun problème, mais qu'une fois dans les airs, gros changement de temps imprévu qui ne laisse pas d'autre choix que de rentrer dans les nuages. Alors dans ce cas-là, il y a deux procédures qui sont recommandées. Atterrir et poser le client si possible et lui fournir le contact d'un transporteur tiers pour compléter son itinéraire, ou faire demi-tour et revenir à l'aéroport. Et si le temps est vraiment trop dégradé pour ces deux premières options, l'idée à ce moment-là, c'est de ralentir et de passer au-dessus de la couche de nuages pour regagner en visibilité, et ce, à l'aide des instruments à bord. Les pilotes sont formés aux instruments de vol, ils savent pas faire que du vol à vue, donc en cas de problème, ils savent se débrouiller un minimum, mais c'est pas ce qu'ils font le plus souvent quoi. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les infos importantes au sujet du transporteur, parlons du pilote Ara Zobayan. J'en parlais tout à l'heure, Ara et Kobe s'entendaient bien. Et vous vous rappelez quand je vous disais que ce pilote cumulait plus de 8500 heures de vol? En réalité, sur ces 8577 heures de vol, seules 75 heures ont été effectuées avec des instruments de vol. Et sur ces 75 heures de vol avec instruments, il en a réalisé 68 en simulateur. Donc en réalité, il n'a piloté que 7 heures à l'aide des instruments. Est-ce que vous commencez à faire un peu le rapprochement avec toutes les infos que je viens de vous donner? Un transporteur qui n'utilise pas les instruments de vol sauf en cas d'urgence météo imprévue, un pilote qui est certes formé aux instruments mais qui cumule très peu d'heures de vol avec. Je pense que la plupart d'entre vous voient déjà où je veux en venir. Gardez toutes ces infos en tête et passons maintenant à la reconstitution. 26 janvier 2020, heure de départ, 9h. 2 heures avant le départ, comme à son habitude, Ara prend connaissance du rapport météo de la matinée et complète un document attestant la faisabilité et la sûreté du vol à venir. Est-ce que la météo est favorable? Est-ce que l'appareil est opérationnel? Etc. Il rentre toutes ces données et le résultat est sans appel. Le trajet n'est pas jugé comme dangereux. Techniquement, il est faisable sans trop de danger. À l'extérieur, le temps, il est pas fou. Il y a pas mal de brouillard, mais habituellement, il disparaît rapidement au début de matinée. Il est peu probable qu'il soit encore présent à l'heure du décollage. Et dans le pire des cas, le décollage il peut être décalé d'une heure, de 2 heures, enfin il n'y a pas de problème. Je vous le rappelle, Ara il fait du vol en vue directe, donc il adapte son trajet de sorte à ce qu'il puisse voler en basse altitude. Pour ce trajet, il va donc survoler la ville de Los Angeles en contournant les montagnes présentes dans la zone. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Finalement, aucun retard n'est annoncé. Les 8 passagers se rejoignent à l'aéroport John Wayne et à 9h06, l'hélicoptère décolle. Maintenant, je vais vous expliquer le trajet dans les grandes lignes, mais je vais pas pouvoir rentrer dans les détails vraiment trop techniques parce que ça va en perdre plus d'un et même moi, ça m'a perdu plus d'une fois. Donc, si vous avez des bases en aviation et que vous voulez vraiment tout le détail technique, je vous conseille vraiment cette vidéo de Hâte et Chouette. Je sais pas comment ça se prononce, désolé. Ici, je vais quand même vous donner le maximum d'informations, mais tous les détails trop techniques, je vais éviter. Bon, les premières minutes de vol se passent sans encombre, mais les problèmes vont vite commencer à arriver. À mi-parcours, la météo se dégrade, mais il est assisté par radio par la tour de contrôle. À ce moment-là, c'est pas non plus nécessaire de faire un demi-tour. Il est accompagné des infos de la tour de contrôle, donc tout se passe bien. Une fois arrivé au niveau de San Francisco, la tour arrête de le suivre au radar. La vitesse de l'hélicoptère est à ce moment-là trop élevée pour la situation. Comme je vous le disais plus tôt, dans une situation d'intempérie, l'ordre c'est de ralentir. Ici, c'était pas le cas. Le temps devient de plus en plus rude, il ne voit plus devant lui, il ne peut plus faire de vol à vue du tout. Maintenant, il ne peut se fier qu'aux instruments de bord. C'est une situation qui est donc très inhabituelle pour Ara, mais il va prendre une très bonne décision, réaliser une montée d'urgence pour passer au-dessus de la couche de nuages. Et on se rend peut-être pas forcément compte, mais à ce moment-là, Ara, il est débordé. Techniquement, il sait faire, il a été formé, mais il doit faire gaffe à beaucoup de paramètres à la fois, et dans cette situation, faut savoir bien organiser son travail et prioriser les étapes plus importantes pour ne pas se retrouver à tout faire à la fois. Malheureusement, il ne priorise pas les bonnes étapes. Avec cette surcharge mentale, il ne fait pas les choses correctement, et il va entamer une ascension légèrement cabrée à gauche, sans qu'il s'en rende compte. L'appareil monte, mais il part à gauche. Et avec le manque de visibilité et tout ce qu'il a à gérer, le pilote ne s'en rend pas compte. Il va continuer à tirer à gauche, toujours sans en avoir conscience, jusqu'au point où l'hélicoptère, complètement désaxé de sa route initiale, s'écrase près de Calabasas sous les coups de 10h du matin. Ara Zobayan ainsi que les 8 passagers, Kobe et Jana Bryant, John Kerry et Alyssa Altobelli,
Peyton et Sarah Chester et Christina Moser décèdent sur le coup. Le rapport du bureau d'enquête américain rendu public le 9 février 2021 a estimé que la cause probable de l'accident était la décision du pilote de continuer à voler à vue dans des conditions météorologiques aux instruments qui ont entraîné sa désorientation spatiale et la perte de contrôle de l'appareil. Je vous l'ai résumé avec les infos les plus simples à comprendre. Il est 11h24, à peine plus d'une heure après le crash, quand le monde entier apprend la terrible nouvelle, Kobe est mort. Je me souviens très bien du moment où je l'ai appris, il était 20h heure française, je me connecte sur Twitter depuis mon ordi et soudain, avalanche de tweets à propos d'un certain crash d'hélicoptère et énormément de photos de Kobe partout dans mon feed. J'ai très vite compris. Et même si j'ai jamais été un grand pratiquant de basket, faut dire que cette annonce faisait vraiment bizarre. En fait, c'était beaucoup trop brutal et inattendu, personne ne l'avait vu venir. Pendant 2-3 jours, c'est resté le sujet numéro 1. On attendait tous les updates, les nouveaux indices, les nouvelles pistes. J'avais regardé littéralement tous les replays de tous les médias français et américains pour avoir le maximum d'infos. Je voulais vraiment savoir ce qui était arrivé. Et encore aujourd'hui, je me souviens de cette sensation-là et je sais pas si vous aussi vous vous souvenez de ce que vous faisiez quand vous avez appris sa mort. Et vous vous en doutez, les réactions ne se sont pas fait attendre. À l'annonce de sa mort, les fans ont formé un mémorial au Staples Center. Certains ont aussi créé un mémorial pour Kobe à l'extérieur du gymnase du lycée Lower Merion, là où il a fait ses études et ses premières preuves dans le basket. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré ceci dans un communiqué: pendant 20 saisons, Kobe nous a montré ce qu'il est possible quand un talent remarquable se mêle à une dévotion absolue à la victoire. Il a été l'un des joueurs les plus extraordinaires de l'histoire de notre jeu avec des réalisations légendaires, mais on se souviendra surtout de lui pour avoir inspiré des gens du monde entier à prendre un ballon de basket et à concourir au mieux de ses capacités. Il était généreux avec la sagesse qu'il avait acquise et considérait que c'était sa mission de la partager avec les générations futures de joueurs, prenant un plaisir particulier à transmettre son amour de jeu à Gianna. Michael Jordan lui aussi a publié un communiqué dans lequel il considère Kobe comme un petit frère, et je peux malheureusement pas faire le tour de tous les hommages qui ont été rendus à Kobe, vous vous en doutez, il y en a eu énormément. Kobe Bryant et sa fille Gianna laissent derrière eux Natalia, 17 ans, Bianca, 3 ans, Capri, 7 mois et Vanessa Bryant, désormais seule. Hier, c'était les 4 ans de ce terrible drame qui m'avait beaucoup marqué et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi à vous faire voir plus clair sur ce triste événement. Mon but aussi avec cette vidéo, c'est de vous présenter les autres victimes qui sont souvent trop oubliées. Sur ma chaîne, on parle de sport, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les sujets. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tout votre soutien. Allez, à plus!